Imaginez que vous menez votre vie normalement, travaillant, sortant avec vos amis, faisant des projets pour l'avenir. Maintenant, imaginez que tout cela s'effondre soudainement. Votre fiancé, la personne en qui vous aviez le plus confiance, vous trahit avec quelqu'un de très proche. Et pire encore, votre propre famille se range de leur côté, vous laissant complètement seul. C'est la situation dans laquelle je me suis retrouvé il y a quelques années. J'étais au sommet de ma carrière, pensant avoir tout sous contrôle. Mais soudain, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Et comme si cela ne suffisait pas, ces mêmes traîtres me demandent maintenant de l'aide, implorant une seconde chance alors que leur vie est plongée dans un chaos total. La question est, que feriez-vous? Continueriez-vous d'avancer, laissant le passé derrière vous, ou écouteriez-vous vos instincts et donneriez-vous une dernière chance à ceux qui vous ont blessé? Cela semble être un choix simple, mais croyez-moi, c'est l'une des décisions les plus difficiles que j'ai jamais prises. Et c'est précisément ce choix qui m'a conduit à des découvertes inattendues et à des rebondissements que je n'aurais jamais imaginés. Donc, si vous êtes curieux de savoir ce qui s'est passé lorsque mon monde a basculé et comment un simple appel téléphonique peut tout changer, continuez cette aventure avec moi. Je vous promets que ce récit vous surprendra à chaque tournant de page. J'ai 29 ans et récemment, j'ai reçu un appel de ma mère. Cela faisait près de 5 ans que nous ne nous étions pas parlé. Elle a dit qu'il y avait une crise impliquant ma sœur et son mari. Voici l'histoire. L'homme qui est maintenant le mari de ma sœur était autrefois censé être le mien. Ma sœur, Amélie, qui a 27 ans, a eu une liaison avec mon fiancé, Pierre, 29 ans, la nuit de notre fiançailles. Pierre et moi étions ensemble depuis l'université. Il m'a surpris avec une fête et a proposé après près de 5 ans de relation. C'était une nuit où je me sentais au sommet du monde jusqu'à environ 1h du matin. Je suis sortie dans le jardin pour mieux capter et j'ai surpris Amélie et Pierre dans une étreinte passionnée. Ils étaient tellement perdus l'un dans l'autre qu'au début, ils ne m'ont pas vu là, choquée. Je ne pouvais pas croire qu'ils me trahiraient ainsi après près de 5 ans ensemble, surtout le soir de nos fiançailles. Quand ils m'ont enfin vu, ils se sont séparés, mais le mal était fait. J'ai couru jusqu'à ma voiture, conduisant jusqu'à l'hôtel le plus proche, essayant de comprendre la scène surréaliste que j'avais vue. Puis j'ai reçu un message d'Amélie, disant qu'elle était désolée mais amoureuse de Pierre, et que cela durait depuis longtemps. Dans cette chambre d'hôtel, j'ai reçu un texto de Pierre répétant les mêmes sentiments, qu'il n'avait proposé que pour chasser Amélie de son esprit, mais que ça n'avait pas marché. Il prétendait que ce n'était pas à propos de moi, c'était à propos de leur connexion indéniable. J'étais simplement une étape pour lui pour être avec Amélie. Je suis restée dans cette chambre d'hôtel pendant des jours, essayant de donner un sens à la trahison avant de rentrer chez moi pour rassembler mes affaires et reprendre le travail. À mon arrivée, ma famille, y compris Jacques et Claire, mes parents, vivaient avec Pierre sous le même toit, attendant mon retour. Ils m'avaient bombardé de textos pendant mon absence, mais je n'avais pas répondu. Le chaos a éclaté à mon retour, tout le monde m'a serré dans leurs bras, y compris Amélie avec des larmes aux yeux. Je suis restée là, incrédule, incapable de réagir. Après que le tumulte se soit apaisé, j'ai annoncé que je revenais juste pour rassembler mes affaires et partir pour de bon. Pierre, qui était resté silencieux jusqu'alors, a révélé qu'il emménageait avec Amélie maintenant que tout était révélé. À ma grande surprise, ma famille, mes parents, ma tante et la sœur cadette de mon père, qui vivaient avec nous, souriaient comme si elles célébraient une occasion joyeuse, malgré les circonstances. Amélie se tenait aux côtés de Pierre, souriant tristement. Je ne pouvais pas supporter leur réaction et j'ai confronté ma famille à propos de leur sourire inapproprié, étant donné qu'Amélie avait mis fin à mes fiançailles et volé mon petit ami de près de 5 ans. Il n'y avait rien d'amusant ni de doux dans cette situation. Ma mère a pris la parole, affirmant qu'il ne pouvait pas changer le passé mais pouvait embrasser un futur où Amélie et Pierre étaient ensemble. Ils ont exprimé leur sympathie pour ma douleur mais ont insisté sur le fait que c'était pour le mieux. Amélie s'est excusée pour ses actions, affirmant qu'elle n'avait pas pu s'empêcher de tomber amoureuse de Pierre. Elle regrettait la manière dont j'avais découvert mais professait son amour profond pour lui. Ils se sont embrassés devant moi et ma mère a essuyé une larme. J'ai explosé, qualifiant leur spectacle de dégoûtant. À ma stupéfaction, ma famille s'est rangée contre moi, jugeant ma réaction enfantine. Au lieu de célébrer Amélie, je faisais tout tourner autour de moi, et ils désapprouvaient. Choqué par leur réponse, j'ai exigé qu'ils partent. Leur défense de l'affaire entre Amélie et Pierre, me dépeignant comme la méchante, était inconcevable pour moi.
Ils ont agi comme si j'exagérais. Mon père est intervenu et m'a dit d'arrêter de me comporter comme un enfant. Il a dit que ces choses arrivaient et que je devais simplement accepter. Il voulait que je célèbre le fait que ma sœur avait enfin trouvé son âme sœur, plutôt que d'être jaloux d'elle. Ils étaient littéralement tous en train de devenir fous, et je ne pouvais plus supporter cela. Alors, j'ai simplement dit allez au diable. Je suis allé dans ma chambre, j'ai pris quelques affaires et je suis parti à nouveau. Sans même leur parler ou attendre de les écouter, même alors qu'ils criaient mon nom et me demandaient de ne pas partir. Je n'avais vraiment plus rien à leur dire, car il était très clair pour moi qu'ils se souciaient plus d'Amélie et de son bonheur que de moi, ou même de ce qui était juste ou faux. Ils étaient tellement occupés à justifier ce qu'Amélie avait fait qu'ils avaient complètement oublié que j'étais aussi un être humain avec de vrais sentiments. Depuis ce jour-là, ma famille a essayé de me contacter plusieurs fois, mais je n'ai jamais répondu parce que je ne pensais pas leur devoir cela. Quelques semaines plus tard, j'ai même reçu une invitation pour le mariage d'Amélie et de Pierre, que j'ai évidemment refusé. Tous les amis communs que Pierre et moi avions ont également refusé l'invitation de mariage en signe de solidarité avec moi. Même certains membres de la famille qui connaissaient la vérité ont refusé d'interagir avec ma famille après avoir su comment ils m'avaient traité après la fête. Cela fait maintenant 5 ans que je les ai complètement coupés de ma vie. Ils tentent parfois de se réintroduire dans ma vie, me souhaitant bon anniversaire ou bonne année, mais je les ignore toujours. Je ne les ai jamais bloqués, bien que je les ai supprimés de ma liste de followers et d'amis. Comme j'ai un compte public, ils pouvaient voir ce que je faisais, ce qui était exactement ce que je voulais. Je voulais qu'ils voient et sachent que je menais une vie fabuleuse et qu'ils continuent à brûler de jalousie. C'était mesquin, mais c'était le moins que je pouvais faire après qu'ils m'aient trahi de cette manière. Jusqu'à récemment, je n'avais pratiquement aucune idée de ce qu'il avait fait ces dernières années. Ma mère m'a appelé il y a environ 4 jours à partir d'un numéro que je n'avais pas enregistré. Lorsque j'ai répondu à l'appel et réalisé que c'était ma mère de l'autre côté, j'ai essayé de raccrocher immédiatement, mais elle a supplié désespérément une chance de me parler, car apparemment, ils avaient grand besoin d'aide. J'ai accepté de lui parler seulement quelques minutes, mais seulement parce qu'elle semblait si bouleversée et que mon humanité ne me permettait pas de lui tourner le dos à ce moment-là. Elle m'a dit qu'Amélie et Pierre avaient lancé leur propre entreprise il y a quelques années, mais elle faisait faillite terriblement. Leurs investisseurs abandonnaient tous parce qu'ils ne réussissaient pas à faire des profits. Alors, ils ont emprunté plus d'argent, mais même cela n'a pas aidé l'entreprise, et maintenant ils étaient plongés dans les dettes. Les prêteurs sur gage étaient après eux, ainsi que les employés, les investisseurs et les personnes à qui ils avaient emprunté de l'argent. Ma mère savait que je menais un style de vie luxueux et que je pouvais aider, alors elle s'est tournée vers moi comme dernier recours et implorait que je les aide en prêtant de l'argent pour qu'ils puissent payer leurs dettes. Ce n'était pas une petite somme. Elle me demandait près de 75 000 $. Je lui ai demandé pourquoi Amélie ne m'appelait pas si elle avait besoin d'aide et pourquoi elle faisait en sorte que ma mère me parle en son nom. Ma mère m'a dit qu'Amélie et Pierre ne savaient même pas qu'elle venait à moi chercher de l'aide, car il lui avait donné des instructions strictes pour ne pas me contacter. Je pense que nous nous souvenons tous exactement de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Amélie ne voulait pas que je sache tout cela et n'était pas prête à accepter mon aide, mais ma mère ne connaissait personne d'autre qui aurait cet argent et qui le donnerait ainsi, sans rien dire de plus. Quelques mois s'étaient écoulés et Amélie et Pierre luttaient pour mettre de la nourriture sur la table. Mes parents faisaient de leur mieux pour aider, et même la famille de Pierre essayait de donner tout ce qu'ils pouvaient, mais ce n'était pas suffisant. Ils devaient aussi se soutenir à l'avenir, donc il était impossible pour eux de simplement donner tout l'argent qu'ils avaient économisé au fil des ans. Parce que la plupart de ma famille était à la retraite, tout comme les parents de Pierre, ma mère, n'ayant pas d'autre choix, m'a appelé pour demander de l'aide. Je pouvais aider, mais je ne voulais vraiment pas. Amélie avait raison de ne pas me contacter pour demander de l'aide. Ils avaient perdu le droit de me faire la moindre demande le jour où ils m'avaient trahi. J'ai dit à ma mère que je ne pouvais pas les aider et même si je le pouvais, je ne le ferais pas. Ma mère semblait très contrariée et a dit que j'étais cruelle et devais penser à ma famille. Je lui ai dit qu'Amélie et Pierre n'avaient pas pensé à moi lorsqu'ils ont eu cette liaison, et ma famille non plus ne pensait pas à moi tout en les soutenant. Donc, maintenant, il n'y avait pas besoin que je pense à eux. J'ai travaillé dur pour arriver là où je suis aujourd'hui et je ne vais pas simplement dépenser 75 000 $ pour des gens qui ne le méritent même pas. Ma mère a commencé à pleurer au téléphone et a dit qu'elle n'avait jamais pensé que je deviendrais si égoïste. Elle a affirmé que ma sœur et son mari seraient dans de gros ennuis si je ne les aidais pas. J'ai dit que c'était juste très malheureux,
Mais je ne pouvais pas les aider et j'ai raccroché. Depuis lors, ma mère m'envoie plusieurs messages chaque heure, suppliant de reconsidérer et de penser à ma sœur au moins une fois. Elle a dit que ce n'était pas le moment pour une vengeance mesquine et que le problème d'Amélie était très sérieux. Si je ne l'aidais pas maintenant, je le regretterais vraiment à l'avenir. Elle agit de manière folle et je ne sais pas quoi lui dire, car je ne veux pas non plus me sentir comme la méchante ici. Suis-je la méchante pour refuser d'aider financièrement ma sœur après qu'elle m'a volé mon fiancé il y a 5 ans? Mise à jour, j'ai finalement bloqué ma famille. Je ne l'avais pas fait avant parce que je voulais qu'ils voient ce que je faisais et qu'ils soient jaloux. De plus, j'avais peur de couper complètement les liens et de le regretter si quelque chose de mal leur arrivait. Mais maintenant, je m'en fiche vraiment. J'aurais dû les supprimer il y a 5 ans. Je ne comprends pas pourquoi je les ai gardés aussi longtemps. C'était vraiment mesquin de ma part. Refuser d'aider ma sœur maintenant n'est pas mesquin, c'est juste logique à faire. Ils ont déjà gaspillé des tonnes d'argent et même si je donnais l'argent maintenant, ils ne pourraient pas le rembourser. 75 000 $ est une somme assez importante. Je peux être financièrement à l'aise, mais cela ne signifie pas que je peux simplement donner cet argent sans rien attendre en retour. Si c'était un ami proche que j'aidais, je m'attendrais quand même à récupérer l'argent. Ici, ce ne sont pas des gens proches de moi, ni des êtres chers, et je ne peux pas non plus m'attendre à ce qu'ils me le rendent. Donc, il n'y a vraiment aucune raison pour que je les aide. C'est aussi simple que ça. J'ai raconté cela à quelques amis pour avoir leur avis, et ils ont convenu que j'avais bien fait de refuser de donner l'argent, non par vengeance, mais principalement parce que c'était complètement impraticable et stupide de m'attendre à aider ceux qui m'ont fait du mal par le passé. Quoi qu'il en soit, ma mère est maintenant bloquée et ne peut plus me blâmer. Donc, je n'ai rien à craindre. Deuxième mise à jour. Salut tout le monde, quelque chose de vraiment gros s'est passé aujourd'hui. J'étais au travail quand j'ai reçu un appel de ma voisine me disant qu'il y avait un couple à l'extérieur de ma maison criant pour que je sorte et que je parle avec eux. Ma voisine a dit qu'il avait l'air assez fou et qu'il avait crié à ma porte pendant environ 1 heure, refusant de partir. J'ai demandé une description d'eux, mais au fond, je savais déjà qui ils étaient. Elle a décrit à quoi ils ressemblaient, confirmant ainsi que j'allais vraiment trouver Amélie et Pierre quand je rentrerais chez moi. Ma voisine a dit que je devais retourner et gérer cela parce qu'elle ne pensait pas que ces deux-là avaient de bonnes intentions, et j'ai été d'accord. Quand il s'agissait d'Amélie et de Pierre, ils n'avaient jamais de bonnes intentions. Alors, je les remerciai et j'ai immédiatement commencé à conduire chez moi parce que je ne pouvais pas risquer qu'il entre dans ma maison de quelque manière que ce soit. Je suis arrivée en environ 15 minutes et je les ai trouvés en train d'essayer de forcer la serrure pour entrer chez moi. J'ai arrêté devant ma maison et leur ai demandé ce qu'ils pensaient faire. J'ai essayé d'appeler immédiatement la police, mais Pierre a été rapide. Il a couru et a fait tomber le téléphone de ma main. Amélie est également venue vers moi et a dit qu'il était là juste pour discuter et qu'il ne voulait rien de moi, du moins pour le moment. Je leur ai dit d'être rapide et j'ai aussi dit qu'ils ne devaient pas s'attendre à ce que je les invite à entrer, donc tout ce qu'ils voulaient dire devrait être discuté là dans la cour. Ils semblaient être d'accord avec cela, ce qui était un soulagement, car je ne pensais vraiment pas que ce serait une bonne idée d'inviter ces deux-là dans un espace clos. Ils semblaient déjà assez hostiles, alors je ne savais pas à quoi m'attendre. Comme ils ont dit qu'ils ne voulaient rien de moi, Amélie a commencé à parler. Elle m'a dit que ma mère lui avait parlé de l'appel téléphonique et comment j'avais ignoré ses messages ultérieurs et même bloqué tous ceux d'eux. Elle a dit que mon comportement était très injuste et qu'il y avait déjà 5 ans, alors je devrais vraiment passer à autre chose. Au lieu de cela, je recourais à des actes stupides et dramatiques juste pour attirer un peu l'attention de ma famille. Elle a dit qu'elle se sentait très insultée par mon refus de les aider, et c'était de cela qu'elle voulait me parler. Elle a dit qu'elle avait réussi à obtenir de l'argent pour le moment, mais qu'il y avait de fortes chances qu'elle en ait besoin à nouveau à l'avenir car elle avait vendu leur maison et tous les bijoux pour obtenir de l'argent cette fois-ci. Évidemment, elle ne pouvait pas refaire cela, donc elle devait savoir qu'elle pouvait compter sur moi pour l'aider quand elle en aurait besoin. Je lui ai dit que non, elle ne pouvait pas et ne devrait pas du tout compter sur moi, dans aucune circonstance, parce que je les détestais passionnément. J'étais tellement en colère que j'ai aussi dit que je me retenais beaucoup pour ne pas la frapper à ce moment-là, donc ce serait dans leur intérêt de partir. Pierre a eu l'audace de dire qu'il ne partirait pas tant que je n'aurais pas signé un document confirmant que je leur donnerais de l'argent à l'avenir, chaque fois qu'il en aurait besoin. Je veux dire, cela ne serait même pas valide si j'étais contrainte de le faire sous pression. Je suis sûre qu'il y a des lois contre ça,
Et il devait être fou s'il pensait vraiment pouvoir me manipuler pour signer quelque chose comme ça. J'ai dit à tous les deux de sortir et Amélie m'a poussé en disant que je devais les aider. Parce que apparemment je leur devais cela, puisque nous étions famille, et je ne pouvais pas fuir mes responsabilités de cette façon. J'étais choquée qu'elle m'ait vraiment poussée et j'étais sur le point de la gifler, mais je me suis retenue parce que les choses ne feraient qu'empirer si je devenais violente. Au lieu de cela, j'ai décidé de récupérer mon téléphone, qui était tombé par terre quand Pierre l'a fait tomber de ma main, et j'ai couru jusqu'à la voiture. Je suis entrée dans la voiture aussi vite que possible et je suis partie sans même regarder en arrière. Mon rétroviseur reflète l'image de Pierre et Amélie encore sur les lieux pendant que je sortais de la voiture, le moteur tournant. J'ai profité de l'avantage que j'avais sur eux. Ils n'étaient évidemment pas assez stupides pour me suivre à pied, ils ont simplement attendu dehors. Dès que je me suis suffisamment éloignée, j'ai décidé d'appeler Antoine et Thierry pour leur raconter ce qui s'était passé. Je suis rentrée chez moi à temps pour trouver la police déjà là. Ils sont arrivés en 20 minutes. J'ai décrit la situation et Pierre et Amélie ont été emmenés en garde à vue. Je savais que les accusations n'étaient pas si graves et qu'ils seraient probablement libérés facilement, mais cela valait au moins la peine de les voir emmenés, m'épargnant ainsi plus de temps avec eux. Quelques heures se sont écoulées depuis et je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille, ce qui est étrange. Je pensais qu'au moins l'un d'eux essayerait de me contacter depuis un autre numéro, mais ce n'était pas le cas. Peut-être sont-ils fatigués ou planifient le bon moment pour me contacter lorsque les choses seront moins tendues. 3e mise à jour. Salut, donc, la dernière mise à jour remonte à environ une semaine. Je commençais vraiment à croire que ma famille ne me dérangerait plus après avoir appelé la police pour Pierre et Amélie. Mais j'avais tort. Même cela ne les a pas empêchés de me déranger à nouveau. Et cette fois, ce sont mes parents, Jacques et Claire, qui sont venus à ma maison, demandant à parler avec moi un moment. C'était hier et ils semblaient beaucoup moins arrogants que Pierre et Amélie, alors je les ai laissés entrer. Ma mère a commencé à pleurer pratiquement dès qu'elle est entrée dans la maison et m'a dit à quel point elle regrettait d'avoir pris le parti d'Amélie plutôt que le mien. Mon père m'a dit que, après avoir appris l'arrestation de Pierre et Amélie à cause de leur comportement et aussi pour m'avoir physiquement poussé, il ne pouvait plus les voir de la même manière et avait décidé de les exclure de leur vie. Ma mère a continué de pleurer tout le temps qu'elle était là, tandis que mon père expliquait qu'il regrettait d'avoir soutenu Amélie par le passé, alors que j'étais en fait la victime. J'ai remercié le fait qu'il ait enfin compris la vérité, mais maintenant c'était trop tard pour que les choses s'améliorent. J'étais habituée à vivre ma vie selon mes propres termes et je ne voulais pas revenir à une place où ma famille passait avant moi. Malgré leurs visites et leurs excuses, je ne pouvais pas promettre de travailler sur cette relation. Je ne voyais tout simplement pas l'intérêt de sauver quelque chose qui était déjà ruiné, même avec mes parents. Ils ont protesté un peu, disant que nous pourrions réparer cela si nous le voulions, mais c'était là le problème, je ne le voulais plus. Je voulais juste être seule. Je leur ai dit que je respectais leurs efforts, mais pour moi, c'était fini. Ils semblaient un peu déçus, mais finalement ils sont partis en demandant que je les débloque pour qu'ils puissent rester en contact. J'ai débloqué mes parents, ce qui est étrange, mais c'est comme ça. Après le départ de Jacques et Claire, je suis restée à réfléchir sur tout ce qui s'était passé au cours des 5 dernières années. Les débloquer m'a apporté un certain soulagement, mais j'étais toujours déterminée à maintenir une distance émotionnelle. Reconstruire ma vie demanderait beaucoup d'efforts, et je ne voulais pas que le drame familial la ruine à nouveau. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit et a tout changé. Cette nuit-là, alors que je me couchais, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai respiré profondément avant de répondre, prêt à raccrocher si c'était un membre de ma famille. Mais ce n'était pas le cas. De l'autre côté, un détective m'a informé qu'Amélie et Pierre avaient été libérés de prison, mais quelque chose de plus grave se passait. Pierre était porté disparu. Au début, j'ai pensé que c'était un stratagème pour me manipuler, mais la gravité dans la voix du détective était évidente. Il était réellement inquiet. Ils examinaient toutes les possibilités, y compris celles que Pierre ait pu fuir pour éviter davantage de complications. Le détective m'a demandé si je savais quelque chose ou si Pierre avait pris contact avec moi. J'ai nié, mais la situation me rendait nerveux. Les jours suivants ont été tendus. Je recevais des mises à jour du détective, mais rien de concluant. Claire m'a également appelé, mais cette fois, ce n'était pas pour demander de l'argent. Elle était désespérée et effrayée. Elle a dit qu'Amélie était anéantie et incapable de faire face à la disparition de Pierre. Malgré tout, une pointe d'empathie a surgi.
Je savais ce que c'était que de perdre quelqu'un d'important, bien que dans des circonstances différentes. Une semaine s'est écoulée sans nouvelles de Pierre. Puis, une nuit, tard au bureau, j'ai reçu un message anonyme avec une courte vidéo. On y voyait Pierre ligoté et blessé, demandant de l'aide. On exigeait une rançon de 100 000 $. L'expéditeur a menacé que si la police était impliquée, Pierre ne survivrait pas. Un frisson m'a parcouru. Ma première réaction a été d'appeler le détective, mais la menace résonnait dans ma tête. J'ai décidé d'aller au poste de police et de montrer la vidéo personnellement, sans laisser de traces. En chemin, mon cœur battait fort. Étais-je sur le point de prendre une décision qui pourrait tout empirer? Au poste de police, j'ai montré la vidéo au détective, qui a promis la confidentialité. Ils ont commencé à organiser une rançon. Ils m'ont demandé de ne rien dire à ma famille pour ne pas mettre Pierre en plus grand danger. Les jours suivants ont été remplis d'anxiété et d'attente. La police a localisé l'endroit où la vidéo avait été prise et identifié des suspects, mais chaque avancée semblait aboutir à une impasse. Claire continuait d'appeler, et j'essayais de la rassurer sans rien révéler. Enfin, une piste solide est apparue. La police a localisé la cachette et planifié une opération de sauvetage. La veille de l'opération, j'ai été appelé au poste de police. Le détective m'a expliqué le plan, assurant qu'il ferait tout pour ramener Pierre sain et sauf. Malgré tout le ressentiment que je gardais, je ne souhaitais pas sa mort. Personne ne mérite cela. L'opération a été un succès, mais avec des complications. Il y a eu des échanges de tirs et Pierre a été blessé, mais les policiers l'ont sauvé vivant. Quand je suis allée à l'hôpital, j'ai trouvé Claire et Amélie, toutes deux en état de choc. Amélie m'a regardée avec un mélange de soulagement et de culpabilité. Pour la première fois, j'ai vu de la vulnérabilité dans ses yeux. Elle m'a remercié d'avoir aidé, bien que je ne sache pas comment réagir. Claire m'a aussi remercié, me tenant fermement la main. Il y avait eu une connexion momentanée, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Les jours suivants ont été difficiles. Pierre récupérait, mais le traumatisme physique et émotionnel était évident. Amélie restait à ses côtés, essayant d'être forte. Claire, en revanche, semblait vieillir rapidement. Et moi? J'étais épuisée, mais je sentais que quelque chose avait changé. Une nuit, chez moi, Claire m'a appelée. Sa voix n'était pas désespérée, mais calme. Elle voulait me parler en personne. À contre-séhur, j'ai accepté. Je suis arrivée chez mes parents et j'ai été accueillie par un câlin chaleureux de Claire. Elle m'a conduit au salon, où Jacques était assis, pensif. Claire a commencé à parler. Elle m'a raconté quelque chose qu'elle avait caché depuis des années, quelque chose qui pourrait tout changer. Elle a dit qu'Amélie et Pierre n'étaient pas exactement ce que je pensais qu'il était. Il y a des années, avant que je ne rencontre Pierre, il était impliqué dans de sérieuses activités illégales. Ce n'était pas juste une aventure. Il y avait quelque chose de beaucoup plus sombre derrière tout ça. Pierre était endetté auprès de personnes dangereuses, et quand il a commencé à fréquenter Amélie, elle a été entraînée dans ce monde aussi. Il ne m'avait pas seulement trahi émotionnellement, mais ils avaient utilisé notre relation pour cacher leurs propres activités. Quand je me suis éloignée, c'était pour me protéger de quelque chose qui aurait pu me détruire complètement. Cette révélation m'a laissé abasourdie. Zodain toutivate du sens. La richesse sedain de Pierre, less voyages mysterieux, less appels suspects. Ma colère a commencé à se transformer en quelque chose de plus complexe. Ce n'était pas seulement une question de trahison, mais de survie. J'ai demandé à Claire pourquoi elle ne m'avait jamais dit cela auparavant. Elle a expliqué qu'elle essayait de me protéger. Elle pensait que si je connaissais la vérité, je pourrais m'impliquer d'une manière ou d'une autre. Elle a également admis qu'elle espérait que, en m'éloignant, je pourrais construire une vie meilleure et plus sûre, loin de ce chaos. Je suis resté silencieux, essayant de tout assimiler. Finalement, j'ai remercié Claire pour sa franchise, mais j'ai dit que j'avais besoin de temps pour tout comprendre. Je suis sortie de chez mes parents l'esprit embrouillé. Les jours suivants ont été marqués par l'introspection. J'ai parlé à des amis proches de ce que j'avais découvert et tous m'ont conseillé d'être prudent, mais aussi de considérer pardonner à ma famille, au moins partiellement. J'ai réalisé que la situation était beaucoup plus complexe que je ne l'imaginais. Puis, un jour, alors que je marchais dans le parc, j'ai croisé Amélie. Elle semblait différente, plus sereine. Elle s'est arrêtée devant moi et a commencé à pleurer, s'excusant pour tout.
Elle m'a raconté sa version des événements, confirmant ce que Claire avait dit, mais révélant aussi qu'elle avait essayé de sortir de ce monde plusieurs fois, pour être finalement manipulée et menacée par Pierre. Je lui ai dit que, malgré tout, je ne savais pas si je pouvais la pardonner complètement. Elle a accepté, disant qu'elle comprenait et qu'elle voulait seulement une chance de reconstruire, même lentement. Avec le temps, j'ai commencé à accepter les visites de Claire et parfois d'Amélie. Mon père essayait également de renouer contact, et bien qu'il maintienne une certaine distance, il y avait une petite ouverture pour le dialogue. Pierre, quant à lui, a fini par être arrêté pour ses activités illégales. Cela a apporté un sentiment étrange de justice, mais aussi de tristesse. Il avait ruiné non seulement ma vie, mais aussi celle d'Amélie et de nombreuses autres personnes. Finalement, j'ai commencé à voir ma famille comme des êtres humains imparfaits, tout comme moi. J'ai compris que parfois, les gens font des choses terribles dans des circonstances désespérées. J'ai décidé de continuer ma vie, sachant que le pardon n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Enfin, après des années de distance et de douleur, j'ai commencé à ouvrir à nouveau mon cœur. Ce n'était pas facile ni rapide, mais c'était nécessaire pour ma propre paix intérieure. Ainsi, j'ai commencé à reconstruire, un pas à la fois, avec l'espoir que l'avenir apporterait moins de douleur et plus de compréhension. Quand mes parents ont quitté ma maison ce jour-là, j'étais remplie d'un mélange de sentiments. Bien que j'ai accepté de débloquer leur numéro, il restait une distance émotionnelle qui semblait infranchissable. J'étais fatiguée des montagnes russes émotionnelles et des blessures qui ne cicatrisaient jamais. C'était un moment de profonde réflexion sur ce que signifie vraiment pardonner et aller de l'avant. En regardant en arrière, je réalise que cette expérience m'a beaucoup appris sur la résilience, l'auto-soin et la complexité des relations familiales. J'ai appris que parfois, même les personnes que nous aimons le plus peuvent nous décevoir profondément. Cependant, c'est à nous de décider comment réagir à ces déceptions. Allons-nous nous laisser consumer par l'amertume ou chercherons-nous à guérir et à grandir à partir de la douleur ? La trahison d'Amélie et de Pierre a été un coup dévastateur, mais elle m'a forcé à puiser des forces en moi que je ne savais pas posséder. Reconstruire ma vie sans le soutien de ce que je considérais comme ma base a été incroyablement difficile, mais aussi un voyage de découverte de soi et de renforcement personnel. Aujourd'hui, je suis une personne différente. J'ai appris à me valoriser et à mettre mes intérêts et mon bien-être au premier plan. Pardonner ne signifie pas nécessairement oublier ou permettre à ceux qui nous ont blessés de revenir dans notre vie. Pardonner est un acte de libération, c'est se permettre d'avancer sans le poids du ressentiment. Cette histoire m'a également enseigné que même lorsque tout semble s'effondrer, il y a toujours une opportunité pour un nouveau départ. Les tournants de la vie peuvent nous mener à des endroits inattendus, mais c'est à nous de transformer ces rebondissements en quelque chose de positif. Et maintenant, je souhaite partager quelques leçons précieuses que cette expérience m'a apportées. 1. L'auto-soin est essentiel. Peu importe à quel point vous aimez quelqu'un, ne laissez jamais le bien-être d'une autre personne primer sur le vôtre. Apprenez à fixer des limites et à prendre soin de vous en premier. 2. Le pardon est libérateur. Entretenir du ressentiment ne fait que nous attacher au passé. Pardonner ne signifie pas justifier ce qui a été fait, mais se libérer du poids de la rancœur et se permettre d'avancer. 3. Appuyez-vous sur ceux qui vous valorisent réellement. Dans les moments difficiles, ce qui compte vraiment, ce sont ceux qui sont à vos côtés, vous soutenant et vous relevant. Valorisez ces personnes et laissez derrière vous ceux qui ne méritent pas votre affection et votre confiance. 4. Grandir avec les adversités. Utilisez les moments difficiles comme des occasions de croissance personnelle. Chaque défi relevé est une chance de devenir plus fort et plus sage. Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, je vous encourage à laisser un pouce levé et à vous abonner à la chaîne Astérisque Histoire de la vie Astérisque. Votre interaction est très importante pour nous, et ensemble, nous pouvons construire une communauté de soutien et d'inspiration. Avant de conclure, je voudrais partager quelque chose de plus profond et transformateur. Dans l'Évangile selon Jean 3h16, nous trouvons un message d'amour incomparable, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset nous parle de l'amour immense de Dieu pour chacun de nous, un amour qui est inconditionnel et éternel. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver. Il a pris sur lui toutes nos souffrances et nos péchés, mourant sur la croix pour que nous puissions avoir une nouvelle vie.
Accepter Jésus comme notre Sauveur est le premier pas vers une transformation complète de la vie. Il offre le pardon, la paix et une nouvelle espérance à tous ceux qui l'accueillent à bras ouverts. Si vous n'avez pas encore pris cette décision, je vous encourage à le faire maintenant. Ouvrez votre cœur à Jésus et permettez-lui de transformer votre vie. Peu importe ce que vous avez traversé ou les douleurs que vous portez, Jésus est là pour vous offrir un nouveau départ. Accepter Jésus est simple. Il suffit de faire une prière sincère, comme celle-ci. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité pour me donner une nouvelle vie. Je t'invite à entrer dans mon cœur, à être mon Seigneur et mon Sauveur. Transforme ma vie, Seigneur. Amen. Si vous avez fait cette prière avec sincérité, sachez que vous venez de faire le pas le plus important de votre vie. Jésus vous aime et a un merveilleux plan pour vous. Trouvez une communauté de foi où vous pourrez grandir et être soutenu dans cette nouvelle marche. Merci de regarder et de faire partie de notre communauté sur Astérisque Histoire de la vie Astérisque. Souvenez-vous toujours que, peu importe à quel point le chemin est difficile, Illinois y a toujours de l'espoir et de nouvelles opportunités que vous attendent. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine histoire.